Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir dans Question d'actu, votre émission hebdomadaire. Le 22 février, une date charnière dans l'histoire contemporaine du pays, une date qui reste un référent aussi bien pour les politiques que pour les citoyens algériens. Cet élan populaire a marqué un véritable tournant politique. Il a symbolisé le renouveau, la rupture et l'espoir d'une nouvelle Algérie pour une jeunesse avide de liberté, de droit, de justice et de progrès. Le Hirak, ce mouvement populaire, pacifique et citoyen aux revendications foncièrement politiques, a réussi à mettre fin à une dérive autocratique et à mettre le cap sur une nouvelle gouvernance en adéquation avec l'évolution de la société, sauvant ainsi l'État national d'un effondrement. Cette journée du 22 février a été décrétée journée nationale de cohésion entre le peuple et son armée par le président de la République. 2 ans après, quel est le bilan ? Qu'est-ce qui a été réalisé? Que reste-t-il encore à faire? Parmi les chantiers lancés par le chef de l'État, l'adoption d'une nouvelle constitution, une révision de la loi électorale qui est en cours d'élaboration, dissolution du Parlement, libération des détenus du Hirak et remaniement ministériel sont les dernières décisions du président de la République annoncées à quelques jours du 2e anniversaire du mouvement populaire du 22 février. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Madame Kenza Ncha, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Fondation Nasl Khair, plutôt directrice nationale des programmes à la Fondation Nasl Khair. Merci d'être avec nous ce soir. Vous représentez aujourd'hui la société civile dont on parle beaucoup ces derniers temps. Nous accueillons également Monsieur Hossein Salah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé des médias et de la communication au parti El Bina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et la chaise vide aujourd'hui à côté de vous, Monsieur Hossein Salah, représente un invité qui devait être parmi nous, mais qui malheureusement ne s'est pas présenté aujourd'hui sur notre plateau. Il s'agit d'un représentant du parti du Front des Forces Socialistes auquel nous avons convié, ou que nous avons invité à maintes reprises, mais qui ne s'est pas malheureusement présenté aujourd'hui sur notre plateau, malgré une réponse favorable à notre invitation. Alors voilà, nous allons donc parler de cet anniversaire, de ce 2e anniversaire aujourd'hui, 2 ans après le Hirak. Quel sentiment ou quel est votre sentiment aujourd'hui, Monsieur Salah? Merci pour la question. Bonsoir à vous, bonsoir à Madame Kenza, bonsoir à nos amis téléspectateurs qui nous suivent sur Canal Algérie et notamment nos frères algériens qui sont outre-mer, tous nos immigrés qui vivent dans d'autres pays qui ne sont pas sous le ciel d'Algérie. Donc je les salue de ce plateau. Donc effectivement, ça fait 2 ans que le peuple algérien ne s'est pas révolté, mais on va dire a fait carrément une nouvelle révolution. Si on n'avait pas eu la révolution de 1954, on aurait dit que c'était la révolution algérienne. Donc une révolution qui voulait stopper vraiment tout un programme, tout un planning qui était fait pour mener l'Algérie dans des sentinelles qui n'étaient pas du tout favorables ni à la population algérienne, ni à l'avenir qu'attendait l'Algérie. Donc ce Hirak a mis fin à des espoirs de 5e mandat, a mis fin à des espoirs de prolongement de 4e mandat, a mis fin à des espoirs de période transitoire, et on a souffert d'une période transitoire les années 90, je rappelle qu'on a vraiment souffert de cette période, à des espoirs d'une constitution qui venait d'outre-mer. Donc tout ça n'était pas vraiment algérien, et le peuple algérien s'est révolté pour dire non à tout ça, pour dire non à tout ce qui était politico-financier. La politique a vraiment touché à l'argent sale, et l'argent sale s'est impliqué dans la politique, et ça a emmené l'Algérie dans un chemin qui était vraiment... un gouffre, on le paye encore aujourd'hui. Tout à fait, 20 ans de ça, et puis alhamdoulilah, il y a eu le 22 février. Alors, que retenir aujourd'hui de ces 2 ans? Quelle évolution? Y a-t-il eu une évolution? En tant que société civile, peut-être qu'on n'en parlait pas avant, on n'essayait pas d'impliquer la société dans les prises de décision, dans la gestion des affaires de l'État. Aujourd'hui, on demande à ce que la société civile prenne sa place et agisse concrètement. Vous faites partie de la Fondation Nasl Khair qui agit depuis quelques années. Aujourd'hui, vous êtes bien implanté. Ce n'est pas cet appel que vous avez attendu, mais aujourd'hui, vous attendez une amélioration. Comment voyez-vous l'avenir?
Effectivement, merci. Donc la Fondation Nestlé Khair, depuis son existence, depuis maintenant 10 ans que nous sommes sur le terrain à travers l'échelle nationale, la Fondation Nestlé Khair, nous avons toujours milité pour la participation de la société civile dans toutes les sphères de prise de décision de l'État. Donc dès la création, nous avons commencé par travailler avec la population, nous avons très vite compris que si nous voulions résoudre une problématique, qu'elle soit humanitaire, environnementale ou sociétale de la population, il était très important de faire parvenir cette problématique-là aux sphères de prise de décision. Et donc là, la Fondation Nestlé Khair, depuis maintenant 10 ans, œuvrant sur ce qu'on appelle la démocratie participative. Donc nous, autant que société civile, on construit Nestlé Khair, on construit nos projets sur une problématique du citoyen, qu'elle soit humanitaire, environnementale ou sociétale. On collabore avec les institutions officielles pour nous accompagner dans nos projets, mais aussi nous accompagner administrativement dans nos projets ou à travers les structures qu'a mis l'État pour le citoyen, mais aussi nous collaborons avec les opérateurs économiques comme étant nos bailleurs de fonds. Donc c'est un travail que nous avons toujours fait à partir de 2010, mais actuellement, le fait de voir qu'il y a cette nouvelle décision d'impliquer davantage la société civile. Elle a été même constitutionnalisée aujourd'hui, présente écrit noir sur blanc dans la Constitution. Oui. Il y a la création de cet observatoire qui doit avoir lieu dans une quinzaine de jours. Comment voyez-vous votre implication encore dans quelques années ou dans les mois à venir? Vous savez, ça ne peut que être positif pour cette nouvelle dynamique de l'État, pour la simple raison que si on implique la société civile, elle est en connaissance avec, elle est tout le temps avec le citoyen, elle travaille, elle œuvre avec le citoyen, donc elle est en connaissance avec les réelles problématiques dont souffre le citoyen. Ce lien qui manque entre les autorités et la population. Mais aussi besoins ou aspirations, et vu que actuellement la société civile, nous l'avons vu à travers cette crise du Covid-19, cette émergence des jeunes et justement des associations, les jeunes actuellement qui constituent la majorité de la population. Donc le fait d'impliquer cette marge, cette catégorie de citoyens qui sont la société civile dans les sphères de prise de décision ne peut qu'améliorer et surtout améliorer l'impact des édifices qu'a mis l'État. Je parle d'impact à court terme, mais surtout à long terme parce qu'il a été construit sur de réelles problématiques du terrain. Alors c'est un peu grâce à cette conscience citoyenne qu'aujourd'hui nous en sommes arrivés là, ce réveil politique également chez les jeunes, puisqu'on sait que le Hirak est basé essentiellement sur des revendications politiques. Est-ce qu'il peut, dans le cadre de la refondation de la scène politique, alimenter un système de veille et donner naissance toujours à une nouvelle société civile qui pourrait faire le contre-pouvoir tant absent auparavant de la scène politique et de la scène nationale? Tout à fait. Le citoyen algérien a pris l'habitude, à tort ou à raison, de démissionner de la scène, que ce soit politique, sociétale. C'est vrai qu'on a vécu une certaine période pendant 20 ans où on a poussé le citoyen à démissionner de toute responsabilité et de dire, bon, ils font ce qu'ils veulent, d'ailleurs, ils font comme ils veulent, d'ailleurs. Donc, on a vu une certaine démission collective. Mais c'est vrai que le Covid-19 a ranimé cette conscience civile et la population s'est ressoudée en faisant des actions humanitaires. Et avant ça, la population s'était soudée pour dire non au 5e mandat, donc le Hirak le 22 février. C'était aussi une solidarité citoyenne sur le territoire national, 20 millions de gens qui sortaient chaque vendredi dans les rues, le 22 février, le 1er mars, le 8 mars, où la femme est sortie avec ses bébés, on se rappelle de ces images. Vraiment, ça englobait toutes les franges de la société, sans distinction aucune. Et c'était des images qui ont été relatées par tous les médias du monde. C'était vraiment des moments historiques et des moments d'une grande civilisation. Donc là, la population, c'est vraiment, elle a senti sa responsabilité envers l'État. Et donc, l'Algérien, le citoyen algérien ne s'est plus dit « non, ça ne me regarde pas ». Non, ça regardait tout le monde. Et on a envie que cet élan de solidarité, cet élan de conscience continue
avec un militantisme sociétal et un militantisme politique. Oui. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va faire le changement en Algérie. Compter que les choses se changent toutes seules, ce n'est pas possible. Et on sait que c'est le politicien qui fait changer les choses. Or, si on ne participe pas à cette politique, on ne peut pas faire changer les choses. Et on parle de démocratie participative. Est-ce qu'aujourd'hui, société civile et partis politiques peuvent avancer ensemble? Il faut qu'ils avancent ensemble. Au contraire, ils sont complémentaires l'un l'autre. La société civile est le porte-parole de la société. On peut se rapprocher comme on veut de la population. On ne sera jamais aussi proche que les associations caritatives, que les associations qui font le travail humanitaire. C'est eux qui sont vraiment mitoyens du citoyen. Donc, c'est eux qui devraient être, et qui sont, je pense, je suis sûr, qui sont le porte-parole du citoyen. C'est vrai qu'ils essayent d'apporter des solutions comme ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout faire tout seul. Oui. Et ce n'est pas une raison pour que l'État démissionne de ses responsabilités aussi. L'État ne doit pas compter sur la société civile pour démissionner de ses responsabilités. C'est ça l'erreur qui ne devrait pas être. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Bien sûr, il faut qu'il y ait une complémentarité entre les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parliez de jeunesse ou de citoyens démissionnaires de par le passé, certains partis politiques aussi n'ont pas rempli leurs fonctions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un renouveau, une nouvelle dynamique qui se crée au niveau des partis politiques également? Et comment voyez-vous ces 2 années passées suite au Hirak, suite au 22 février, en tant que parti El Bina? Votre vision déjà. À partir du 22 février, on a vu une grande adhésion de la frange jeune de la population aux idées politiques, que ce soit les nôtres ou d'autres partis. On a vu l'émergence de petits partis, soit qui ont été agréés ou qui demandent l'agrément d'ailleurs de ce plateau. On demande, nous, Mouvement El Bina, à ce que tous les partis soient agréés et leur donner la chance de participer aux prochaines élections. Et après, c'est le citoyen qui décidera quel parti passera, quel parti ne passera pas, quel parti est grand, quel parti est petit, bien que je n'aime pas cette dénomination. Mais laissons la chance aux jeunes de s'exprimer politiquement, soit à travers les partis politiques qui existent maintenant, soit en créant leur propre parti, mais laissons-leur la chance de s'exprimer et donnons-leur la possibilité de bâtir eux-mêmes leur avenir. C'est ça notre message au mouvement El Bina. Donc pour nous, le 22 février, c'était vraiment une chance inouïe. Finalement, ce regain d'intérêt, c'est un peu aujourd'hui un des principaux avantages recueillis après le Hirak pour les partis politiques et la société civile. On verra s'ils veulent s'engager davantage. On va dire que le Hirak a ranimé cette conscience politique, a ranimé certaines institutions, a ranimé beaucoup de monde en Algérie qui ne croyaient plus au changement. Mais maintenant, les gens croient au changement. Les jeunes croient au changement. C'est vrai que pendant 2 ans, il y a eu des choses qui ont été réalisées. On a bloqué le 5e mandat, on a bloqué le prolongement, on a bloqué les élections du 18 avril. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Les têtes de la corruption sont derrière les barreaux. Donc tout ça, c'est bon. Et on a eu une nouvelle constitution. C'est bon, il faut continuer à rester vigilant. Il ne faut jamais dire que c'est acquis. Bien sûr, ce n'est pas acquis, bien sûr. J'ai dit bien les têtes. Mais la corruption reste toujours. La corruption politico-financière reste toujours. Maintenant, il faut l'éradiquer et c'est pas... mettre les balises nécessaires. Tout à fait. Et on a eu une constitution, c'est peut-être la meilleure constitution qu'a eu l'Algérie jusqu'à présent. Ce n'est pas le nec plus ultra, mais c'est quand même une bonne constitution pour ce qui est des autres constitutions qu'on a vues en Algérie. Maintenant, on a la loi sur les élections, donc celle qui va organiser un peu la scène politique et qui va être, bien sûr, espérons qu'on prendra en considération les recommandations des différentes classes politiques et des gens qui ont bien voulu donner leurs recommandations. Et je pense qu'avec les prochaines élections législatives et locales, les choses se feront, le changement commencera à apparaître. Maintenant, nous avons une assemblée populaire qui a été dissoute. C'est quelque chose de bien. On demande, nous, un parti El Bina, que toutes les assemblées soient dissoutes. Les assemblées communales, les assemblées wilaya et l'Assemblée populaire nationale. Pourquoi on demandait qu'elles soient dissoutes? Parce que nous estimons
que les personnes qui sont dans ces assemblées ont été élues d'une manière qui n'était pas frauduleuse. Donc, ils ne représentent pas la vraie population, ils ne représentent pas la volonté de la population. Et ça fait Cela faisait partie de vos demandes. Vous avez rencontré le président de la République juste avant son discours. C'est l'une de nos requêtes. D'ailleurs, depuis l'élection, depuis la campagne électorale présidentielle, nous n'avons cessé de clamer cela. Pourquoi? Pour la simple raison que ces assemblées populaires régionales, donc locales et wilaya, c'est elles qui sont en charge de gérer le quotidien du citoyen. Or, ces assemblées sont frauduleuses. Comment peuvent-elles gérer d'une manière... Comment peuvent-elles gérer l'Algérie nouvelle? Alors justement, vous êtes confronté un peu aux autorités locales, vous travaillez avec elles pour mener vos actions. Quelles sont vos relations? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce qu'il y a ce pont entre les autorités, la société civile et la population, rôle un peu que vous menez? Comment ça se passe? Basé justement sur la démocratie participative, basé sur le fait qu'on construit nos projets sur des problématiques exprimées par le citoyen. Souvent, à chaque projet qu'on fait, on essaye de faire collaborer les parties prenantes pour qu'il y ait résolution de la problématique. Je vais vous citer un exemple très simple. Pour que le téléspectateur puisse voir qu'est-ce que justement cette démocratie participative. Il y a 2 ans de cela, nous avions fait Mouloud Nab Sanat Bladi. Donc nous, en tant que connaissent le khair, nous connaissons qui sont par exemple les femmes ou les personnes démunies ou les personnes en situation de handicap qui sont chez eux, qui sont très loin du chef-lieu de wilaya et qui ont une certaine maîtrise dans la fabrication de koufins et de tout ce qui peut être produit artisanal. Entre-temps, le Mouloud est arrivé. D'habitude, on fait des koufins pour les familles qui sont démunies. Donc, ce qu'on a fait, nous sommes partis vers ces femmes-là en leur demandant de fabriquer justement des couffins pour que les denrées alimentaires, on les mette dans ces couffins-là. Nous sommes partis vers un opérateur économique pour nous accompagner, pour former ces femmes-là dans la commercialisation de leurs produits, surtout pour la tenue du projet. Mais aussi, nous avons collaboré avec le ministère de la Solidarité à l'époque pour son dispositif L'Angem, pour attribuer des microcrédits à ces femmes-là pour que, certes, ils nous fabriquent pour ce projet-là des couffins, mais pour la pérennité et pour créer leur petite entreprise. Et donc, c'était cette dynamique-là. Certes, l'État a construit des bâtisses, il a édifié d'un ensemble de dispositifs, mais très souvent, le citoyen, l'information ne lui parvient pas. Donc l'un des avantages justement de collaborer, pourquoi est-ce que ça c'est si vous voulez c'est un petit peu nos points de force quand on parle négocier avec une institution officielle, c'est justement en premier lieu c'est d'améliorer le service public en direction du citoyen. Un autre exemple aussi au niveau de Janet, c'était juste après les inondations de 2019. Alors la société civile, on s'était tous mobilisés pour envoyer des caravanes de denrées, enfin des caravanes humanitaires. Mais après, quand nous sommes descendus sur le terrain, eh bien, nous avions tout simplement vu qu'au niveau de Janet, la problématique n'était pas reliée qu'à des vêtements. La population n'a pas juste besoin de vêtements. Le mal était beaucoup plus profond. Il y avait des problématiques reliées à l'environnement, reliées à l'emploi. Et donc, ce que nous avions fait, nous avons fait un rapport. Nous, en tant avec Nestlé Khair, en collaboration avec d'autres associations, un constat des lieux dans différents domaines. On a fait un plaidoyer devant le Premier ministère. Et là, c'était une action première dans l'histoire où c'est la société civile qui fait un plaidoyer devant 17 ministres à l'époque, justement, pour chaque secteur, domaine. Oui. Suite à cela, souvent, il faut le dire, un responsable avec ses cadres, on dit tout va bien. Or que donc le ministre, une fois qu'il descend, on dit toujours que quand il descend sur terrain, on dit toujours que tout va bien. Or que pas du tout. On a tendance à ne pas montrer. La réalité du terrain. Donc suite à cela, il y a eu une série de décisions un plan d'urgence qui a été adopté pour Janet. Par la suite, il y a eu une création
d'une commission de la société civile auprès du Premier ministère présidé par la Fondation Nasl Khair en collaboration avec d'autres associations de la société civile. Et là, ça fait pas moins de 3 semaines je suis montée justement de Janet, parce que moi je suis chargée de la commission de la protection de l'environnement. Donc, premier lieu, il y avait une décision pour construction des ponts. Parce que Janet, comme vous savez, Janet est une ville qui est entre deux montagnes et qui est dans le passage d'un oued, d'un très grand. Donc, quand il y a quand il y a de grandes pluies, les différents qsour de Janet se retrouvent carrément isolés, justement à cause de ce oued-là. Donc, la population avait demandé, on avait vu qu'il y avait eu cette nécessité de construction de ponts. Donc, alhamdoulilah, il y a eu la construction des 3 ponts en l'espace d'une année. La population, surtout sur place, concernant l'environnement, nous avions vu qu'il y avait un grand besoin primaire qui était de l'emplacement d'une décharge publique. Janet n'a pas de décharge publique au niveau local. Donc, nous avons fait un plaidoyer justement pour qu'il y ait au moins cela, mais toujours dans la collaboration, dans ce travail-là de cette commission. Quand nous sommes descendus sur terrain, je parle de la sous-commission de l'environnement, nous sommes descendus avec l'agence des 17 ministres. Des 17 ministres. Par la suite, quand nous sommes, après qu'il y a eu ces décisions-là, quand nous sommes redescendus sur terrain, parce qu'il faut qu'il y ait toujours du travail continu et du suivi, nous sommes redescendus avec l'Agence nationale des déchets qui, elle, pour son rôle, avait de faire un plan directeur de gestion de déchets. Et là, vous savez, nous travaillons en collaboration justement pour qu'il y ait développement, pour qu'il puisse y avoir un réel développement local. Voilà, c'est des exemples concrets aujourd'hui que vous nous citez, et c'est un peu cette proximité qui nous manque chez nous, que ce soit société civile, même s'il y a quelques associations qui remplissent ce rôle, les partis politiques ne jouent pas forcément ce rôle de proximité avec les citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons changer ce paradigme et agir autrement ? En fait, être plus proche du citoyen, plus proche à l'écoute des problèmes des citoyens. Je suis entièrement d'accord avec vous. La responsabilité du développement durable localement, c'est la responsabilité des institutions locales. J'entends par là l'APC, donc la mairie, et à un niveau un peu supérieur la daïra ou la wilaya. Mais là si bien sûr, si on était dans un processus limpide, transparent et tout, les élus locaux auraient été choisis par le peuple et auraient pris cette mission de main forte. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une société civile en parallèle qui puisse, on ne va pas dire contrôler, mais on va dire, elle va accompagner le travail. C'est comme un système de veille. C'est comme un système de veille. C'est ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire, dans le monde entier, vous avez des associations. Elles ne remplacent pas les institutions présentes, mais elles accompagnent ces institutions. Qu'est-ce que je veux dire par accompagner ? Accompagner, c'est leur montrer les points faibles qu'il faut régler, donc les défaillances qu'il y a. Donc, elles sont là pour montrer le chemin aux institutions locales, mais aussi, si l'institution locale ne fait pas son travail, ils sont là pour corriger, parce qu'ils représentent la société, cette société qui a élu l'élu local. C'est-à-dire que finalement, c'est une boucle, c'est la société civile qui va élire ses représentants. Ouais. Si les responsables également. Les responsables. Et si les responsables ne font pas le travail, c'est la société civile qui va décider qu'ils n'ont pas fait le travail et ils vont corriger. Donc, ils seront dans l'obligation de faire le travail. Ils seront dans l'obligation de réaliser les objectifs qu'ils avaient définis. Ils seront dans l'obligation de faire ce qu'ils ont dit de faire. Mais ce n'est pas ce qui se passe chez nous. Alors justement, depuis ces 2 ans du Hira, puisqu'on en parle aujourd'hui, on a parlé des partis politiques où il y a eu un regain d'intérêt de la jeunesse selon M. Saleh. Est-ce qu'il y a eu ce regain au niveau de la société civile? Vous qui êtes en contact avec la population, y a-t-il eu des acquis ou qu'attendez-vous de mieux pour l'Algérie nouvelle? Vous savez, autant que société civile, nous continuons à travailler pour la simple raison que notre existence est là pour justement
contribuer à résoudre des problématiques Est-ce de que votre terrain. relation a changé avec les responsables ou pas? Est-ce qu'on les sent un peu plus impliqués ou jusque-là, C'est pas vrai que encore? c'est vrai déjà qu'il y a cette volonté politique, de justement qu'il y ait davantage d'écoute à la société civile. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'il y ait actuellement les organisations de la société civile se sont organisées. Et il y a 2 points. Cette première question d'organisation. Certes, il y a le Haut Conseil de la jeunesse, il y a aussi l'Observatoire. Donc, si vous voulez, il y a une certaine organisation parce que quand on veut écouter une population, on ne va pas sortir et écouter. C'est très important qu'il y ait cette organisation-là. Il y a ce volet où les associations, effectivement, il faudrait qu'il y ait davantage d'accompagnement, de formation surtout dans la gestion des projets. Mais c'est un travail qui est en parallèle et il y a cette volonté-là. Mais par la suite, en deuxième lieu, certes, il y a les dispositifs, mais aussi il faut qu'il y ait les compétences à la tête de ces différents dispositifs. Et quand on parle de compétences, c'est pas que des diplômes ou le savoir, mais c'est plutôt chacun selon sa C'est le savoir-faire qu'on demande aujourd'hui. Hein. Il y a des entreprises qui ne demandent pas les diplômes, mais on demande montre-moi ce que tu sais faire. Tout à fait. Vous savez très bien que dans certains quartiers, nous avons un leader qui n'a jamais étudié, mais si nous voulons sur place essayer d'améliorer un petit peu la société, on va directement vers le leader de quartier. Nous-mêmes, quand on fait par exemple des campagnes de distribution de couffins, souvent on part chez l'imam du quartier, mais aussi on travaille aussi avec le jeune leader du quartier, qu'il soit diplômé ou pas. Quand c'est un jeune leader, il sait porter l'appel du citoyen. Donc ces dispositifs-là, il est très important de faire faire participer ce genre de jeunes qui ont ces compétences, mais aussi ne renions pas aussi l'expérience de nos aînés, justement pour construire cette Algérie tous ensemble. C'est important ce qu'elle dit aujourd'hui, nommer les bonnes personnes à la bonne place pour rendre la crédibilité, je parle des institutions de l'État, crédibiliser nos institutions qui en ont pâti de ces dernières années. C'est vrai que on souffre, l'Algérie a toujours beaucoup souffert. Des compétences, oui, a toujours souffert. L'Algérie a toujours souffert de ce manque de compétences. Pourtant, c'est pas ce qui manque en Algérie. Les compétences, c'est pas ce qui manque. Nous avons des milliers de diplômés chaque année qui ont leur diplôme supérieur. Nous avons des milliers qui passent le bac. Nous avons les écoles nationales, les universités. Peut-être qu'on est un pays qui regorge d'universités. Il n'y a pas une wilaya où il n'y a pas une université. Alhamdoulilah, tant mieux. Donc les compétences, c'est pas ce qui manque. Le problème, c'est qu'on ne met pas la bonne personne à la bonne place. C'est ça le hic. On parle de technocrates, on parle de... Mais non, il faut mettre les gens qu'il faut. Pour la politique, il faut mettre des politiciens. Pour le technique, il faut mettre des techniciens. Pour la théorie, il faut mettre des théoriciens. Je peux être un excellent théoricien, je peux être un docteur d'État, un professeur, mais sur terrain, je ne donne rien du tout. Je ne peux donner qu'en théorie. Je ne peux gérer qu'un laboratoire. Je ne pourrai pas gérer un ministère. Et vice-versa. Donc, c'est vrai que quand vous parlez de ce jeune leader, il peut ne pas être diplômé, mais il peut être leader de son quartier. Oui. Donc, les gens vont le suivre. Et c'est ce genre de compétences dont on a besoin. On a besoin de... C'est vrai qu'il faut un certain savoir, surtout dans certains domaines où il faut un savoir spécifique. Bien sûr, il faut choisir les personnes qui ont ce savoir-là. Mais... le savoir tout seul ne suffit pas. Il faut la compétence en la matière. C'est-à-dire, quand on parle, moi je suis expert en management, je donne des cours, des formations, je fais du consulting. Quand on parle de savoir gérer, c'est savoir prendre la bonne décision au bon moment. Donc, peut-être que l'Algérie a eu ce besoin-là. On n'a pas trouvé les gens qui prenaient la bonne décision au bon moment. Soit la décision n'était pas prise du tout, soit elle était prise à un moment trop tard. Ou trop tôt. Donc, alors ce constat a été fait, on le sait aujourd'hui, comment y remédier? Justement, en ouvrant la porte aux jeunes, en ouvrant la porte aux droits civils, c'est-à-dire en donnant l'opportunité aux citoyens de choisir son responsable, de choisir son élu local, de choisir son élu national, donner l'opportunité aux citoyens de dire son mot à travers des élections transparentes, limpides, et bien sûr,
Ça d'un côté. De l'autre côté, il faut que nos institutions qui forment nos compétences soient au niveau. Si on voit le classement des universités algériennes sur l'international, on n'est pas classé du tout. Et pourquoi on n'est pas classé? Alors que nos compétences, lorsqu'elles partent à l'étranger, elles font d'excellents résultats. Mais pourquoi nos universités, pourquoi nos centres de formation ne sont pas classés à l'international? Peut-être qu'il faut revoir un peu tout ça. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Aussi recruter. Oui. Hein? C'est vrai que depuis 2014, il n'y a pas eu de recrutement dans la fonction publique. On dit que pourquoi est-ce que le jeune, pourquoi est-ce que nos administrations, souvent en tant que société civile, on n'arrive pas à communiquer parce que voilà, c'est où que le cadre n'a pas été assez formé ou n'a pas été encore, il n'y a pas eu de recyclage dans la formation, chose qui est très importante. Vous savez qu'actuellement, nous, je parle de toute la population, pas que les jeunes, il y a différents développements qui sont actuels avec tout le développement des réseaux sociaux et de la technologie, la vitesse. Ça se développe. Donc il est très important, par exemple, même dans les administrations, aussi que les jeunes soient recrutés. Parce que, voilà, on parle beaucoup de l'implication des jeunes et justement, là, c'est un des freins qu'ils rencontrent, l'accès à des postes dans la fonction publique. Parmi les acquis aujourd'hui que l'on peut énumérer du Hirak, quel serait le principal acquis qu'on a eu pour vous en tant que parti El Bina et quelles seraient les priorités de demain? Alors, déjà, le premier acquis du Hirak, c'est la stabilité du pays. Ça, c'est quelque chose qui, si jamais certains programmes ou certains projets étaient passés en fin 2018, début 2019, on ne serait pas là. Donc maintenant, alhamdoulilah, l'Algérie est stable. Elle est stable politiquement, elle est stable économiquement, quoique sécuritairement, et puis dans le côté de la santé aussi. Nous avons passé une année très difficile avec le Covid. On voit un peu ce qui se passe. Qui a tout retardé aussi. Tout à fait. On voit ce qui se passe à l'international, les cas qu'il y a à l'international. On n'a pas les milliers de cas qu'il y a à l'international. Alhamdoulilah, croisons les doigts. Les choses marchent bien en Algérie. Allah yarham ceux qui sont morts, les gens qui sont malades, que Dieu les guérisse. Déjà, il y a cette stabilité. On a gagné cette stabilité. On a gagné le fait qu'on est dans le canal constitutionnel. C'est-à-dire qu'on a nos institutions, elles sont là. Nous avons l'institution militaire, nous avons notre institution présidentielle maintenant, donc avec un président élu. On n'est pas dans une période transitoire. On a vu les périodes transitoires, ce qu'elles ont donné. On a vu ce qu'elle a donné en Algérie. On a vu la Libye. J'étais en train de discuter avec un ami l'autre jour. Je lui ai dit, la Libye, ça fait quoi? 4 ans, 5 ans? Il m'a dit, ça fait 10 ans. Oui. 10 ans, une période transitoire qui a duré 10 ans. La Syrie, pareil, c'est 11 ans. Ne parlons pas de l'Irak, parce que c'est carrément c'est une colonisation, ça fait 20 ans. Donc déjà, l'Algérie, elle a évité ça. Le Hirak a pu éviter à l'Algérie cette période transitoire, cette période d'incertitude, cette incertitude. Basculement vers l'incertitude. Donc, nous avons des institutions, nous avons une constitution, une nouvelle constitution. Elle va être appliquée, donc tout n'a pas été appliqué dans cette constitution, mais le jour où tout se mettra en place, on verra vraiment l'application de cette constitution et on verra son impact sur toute la vie politique et économique de l'Algérie. Nous allons avoir un nouveau Parlement. Alors comment voyez-vous justement cette dissolution du Parlement? Le parti El Bina se prépare. Déjà, il était important aujourd'hui de rompre définitivement avec ce qui nous reliait au passé et notamment ce Parlement qui a été tant décrié et où on a vu les affaires de corruption qui ont entaché l'Assemblée populaire nationale. C'était important aujourd'hui de passer à la dissolution du Parlement. Nous, au mouvement El Bina, nous avons toujours demandé à ce que ce Parlement soit dissous. Mais pas seulement ce Parlement. Oui, avec toutes les assemblées. Toutes les assemblées. Pour nous, c'était clair, les assemblées locales, donc APC, APUI ou APN, ne représentaient pas la volonté du peuple. C'était clair pour nous. C'est des assemblées qui sont passées pendant le système corrompu, donc le système bouteflika pendant les 20 ans, et on a vu ce qu'il y a eu comme corruption. Je vous donne l'exemple de la wilaya de Blida, là où j'habite. Les dernières élections en 2017, il y a eu 54 000 voix qui ont été ajoutées. D'ailleurs, le Wali est devenu ministre après cette action, et maintenant il est en fuite à l'étranger. Pour vous dire que le système était tellement corrompu. Donc, nous avons appelé à ce que toutes ces institutions soient
dissoute. Donc l'APN, alhamdoulilah, maintenant il est dissous. On attend que les APC et les APU soient aussi dissoutes parce que les APC, c'est elles qui gèrent le quotidien de l'Algérien. Alors comment vous vous préparez pour cette course? Est-ce que les partis politiques aujourd'hui ont des projets de société? Aujourd'hui, si on demande à ce qu'il y ait une adhésion autour d'un parti, il faut des projets de société, ce dont on a toujours manqué. Hein. Est-ce qu'il y a un projet de société que vous devez dévoiler pour faire adhérer le maximum de personnes? Alors, nous avons participé à l'élection présidentielle en décembre 2019. Ah, 2019, pardon, La oui. dernière. 2019. Et en participant à cette élection, nous avons présenté tout un programme. Oui. Le programme est disponible, il est sur les réseaux sociaux, il a été distribué aux médias, et je vous invite à revenir vers ce programme. Ce programme que nous avons présenté, justement, donne une vision de la société que nous voulons, une vision de l'Algérie nouvelle. Donc il y a plein de projets dedans. Et pour nous, l'essentiel pour l'Algérie, pour qu'on passe à l'Algérie nouvelle, c'est les libertés individuelles et collectives. Alhamdoulilah, la constitution que nous avons maintenant, elle a mis en exergue, elle consacre ces libertés. Donc c'est déjà un bon pas en avant. Notre programme, si on doit le résumer, c'est donner la parole au peuple pour qu'il décide, donner la parole aux citoyens pour qu'ils décident de qui doit le représenter. Ça, c'est essentiel par rapport au mouvement Al-Bina. Peu importe ce qu'il va décider, mais que ce soit la décision du peuple, la décision du citoyen. Et là, le citoyen, lorsqu'il aura décidé, il se verra impliqué dans toutes les décisions que prendra son élu. Parce que c'est lui qui l'aurait choisi. Vous attendez une reconfiguration de la scène politique après cela? Certainement. Si les choses se font dans les normes, si nous avons des élections transparentes, limpides, si le citoyen s'engage dans ces élections, nous sommes certains au mouvement Al-Bina que nous allons voir une reconfiguration de la scène politique. Il n'y aura plus ces partis archaïques qu'on connaissait. Ils n'ont pas été reçus par le chef de l'État. C'est un message. 6 partis politiques ont été reçus par le chef de l'État juste avant son discours. Poser ça au porte-parole de la présidence, je ne le suis pas. Donc je ne saurais répondre à cette question. Certainement qu'il y a une symbolique derrière, mais je ne saurais vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la scène politique actuelle telle qu'elle est, elle n'est pas représentative. Il faut aller vers l'ouverture. Et après l'ouverture, nous verrons une nouvelle scène politique. Nous sommes certains, au mouvement Al-Bina, qu'il va y avoir une nouvelle reconfiguration. Condition que tous les partis qui ont demandé l'agrément soient agréés. Pourquoi sommes-nous en train de les bloquer? Donnons-leur la chance d'avoir un agrément et puis laissons le citoyen décider, donner la voix à qui il veut. On prend l'exemple de la Tunisie, notre voisin d'à côté. Il y avait un certain parti qui était au pouvoir. Il a ramené Sebsi, Allah yarhamou. Il a été président. Ils avaient la majorité parlementaire. Et après un mandat, aux élections suivantes, il a eu un siège au Parlement. Donc c'est le citoyen, puisqu'il y a une démocratie, c'est le citoyen qui a élevé ou rabaissé un parti. On veut que ce soit pareil en Algérie. Alors le citoyen, on en parle, hein, la société civile, comme vous venez de le dire, devient partenaire dans la conduite de la politique dans le pays, dans la démocratisation du fonctionnement de l'État, dans la promotion du rôle du citoyen. C'est un véritable mécanisme d'évaluation en fait, de la bonne santé d'une démocratie. Comment concrétiser tout cela sur le terrain et comment voyez-vous l'organe, le nouvel organe, votre participation dans le nouvel organe mis en place par le chef de l'État qui doit voir le jour dans une quinzaine de jours? Je parle de l'Observatoire national de la société civile. Eh bien, si je reviens toujours à dire que c'est positif, mais aussi ça le sera encore et davantage si les personnes qui sont au niveau de recruter au niveau de cet observatoire soient au moins reconnues pour leur expérience dans le représentatif et reconnues par l'opinion publique. Et puis aussi, si vous permettez, on parle aussi de société civile, on parle du futur de l'Algérie, mais c'est aussi, par exemple, il y a la loi 1206 c'est tout un travail qu'il faut faire. D'ailleurs, la Fondation Nasser El Khair, nous y avons contribué avec le ministère de l'Intérieur justement pour qu'il y ait un amendement de cette loi, pour qu'il y ait davantage de liberté, La Fondation Nasser El Khair, toujours restant dans le militantisme, nous avons fait carrément avec le conseiller du président chargé de la société civile, M. Nazib Al-Hamdan, nous lui avons carrément
adressé un plaidoyer justement pour l'amélioration, un plaidoyer de 15 différentes recommandations pour l'amélioration de l'impact de la société civile, qu'elle soit ici en Algérie ou à l'international, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos confrères citoyens qui font un travail extraordinaire à l'international. Nous parlons beaucoup d'échanges d'expériences, donc qui font un travail excellent. Aussi, je rappelle, quand on parle de société civile, ce n'est pas que des caravanes humanitaires, ce n'est pas que la préservation de l'environnement, mais c'est aussi, par exemple, c'est tout ce qui concerne la technologie, le développement de tout le tissu, de tout un tissu économique. Ça touche différents segments. Alors, quels sont les besoins aujourd'hui des organisations de la société civile pour devenir influentes sur le changement social et améliorer à l'élaboration des politiques? C'est d'être tout simplement... Vous êtes un exemple, Nesl Khair, mais il n'y a pas autant d'associations qui activent réellement comme ça sur le terrain. La société civile, le tissu associatif en Algérie reste timide, il n'a pas pu devenir aussi influent. Ce qui est beau, et je reste positive et optimiste, c'est que la loi algérienne, par exemple dans certaines compositions de structures de l'État, je parlerai par exemple d'une maison de jeunes. Vous savez qu'une maison de jeunes, elle accueille des associations. Et dans la composante de la commission pédagogique d'une maison de jeunes, il doit y avoir la représentation de toutes les associations qui activent dans la maison de jeunes. J'irai encore plus loin. Le conseil d'administration de l'office des établissements de jeunes, il doit y avoir une représentation dans des associations. Donc ce qui est actuellement à faire, c'est commencer déjà par appliquer les lois où la société civile, elle est déjà... qui a été aussi... Justement, on passe maintenant au déclaratif, mais aussi c'est d'abord en moins de commencer par appliquer les lois qui existent, qui stipulent justement de faire impliquer les associations. Par exemple, si on parle de l'environnement, vous savez très bien que la loi, elle permet que l'association se constitue comme étant partie civile pour préserver, par exemple, pour défendre une localité s'il y a une atteinte à l'environnement de cette localité-là. Je parlerai aussi par rapport à la protection des enfants. Donc, voilà, c'est juste commencer d'abord par appliquer les lois, et c'est là qu'interviendra l'Observatoire national de la société civile, justement pour qu'il soit garant de la préservation de toutes et de l'application de toutes ces lois-là, parce que c'est un organe qui est consultatif auprès du président de la République. Très bien, merci. Alors, parmi les autres mesures politiques annoncées par le chef de l'État durant son discours, vous parlez des libertés tout à l'heure, c'était la grâce présidentielle qu'il a annoncée pour les détenus du Hirak. C'était un préalable aujourd'hui pour passer à autre chose, pour passer à la phase suivante. Ça faisait partie des demandes du parti Al-Bina ou pas? Tout à fait, ça faisait partie des requêtes du mouvement Al-Bina. Nous avons toujours clamé haut et fort que personne ne devait être incarcéré pour ses opinions politiques ou personnelles, à condition qu'il n'y ait pas atteinte à la dignité humaine. N'importe qui en Algérie a le droit d'exprimer ses vœux, d'exprimer ses avis, d'exprimer sa politique, et il ne devait pas être incarcéré pour ça. C'est quelque chose que le mouvement Al-Bina vraiment crie haut et fort. Et nous avons demandé au président de la République de libérer ses opinions, ses détenus d'opinion. Alhamdoulilah, il l'a fait, je pense. Le chef de l'État a écouté cet appel. Il y a une volonté de dialogue. Je pense que même chez lui, il y a cette volonté. Il y a cette volonté de l'Algérie nouvelle. Je pense que même chez lui, il y a cette volonté. Et puis, ça n'aide pas l'Algérie, ce genre d'exertion, ce genre de répression n'aide pas la nouvelle Algérie. Aujourd'hui, c'est consacré dans la Constitution, les libertés individuelles, le droit de manifester, le droit. Tout cela, on le retrouve dans la Constitution. C'est l'application après qu'il faudra maintenir. Dans la Constitution, il y a même l'article de compensation lorsqu'il y a donc si quelqu'un est détenu abusivement, donc il peut demander dommages et intérêts. Maintenant, c'est dans la Constitution. Donc, mais pourquoi en arriver jusque-là? On est en pleine période d'ouverture. Le Hirak a donné la chance à tout le monde de s'exprimer. Laissons les gens s'exprimer, laissons les jeunes dire leurs avis, laissons les gens dire leur avis. Lorsque vous êtes différent de moi,
ça ne veut pas dire que vous êtes contre moi. Il faut qu'on comprenne ça en Algérie. Oui. Je suis différent de vous, je ne suis pas Apprendre contre à ses vous. côtés, à dialoguer et à inclure toutes les. C'est ça les qu'on franges de la devrait société. apprendre en Algérie et l'État devrait comprendre Oui. ça et laisser les gens s'exprimer. Ce n'est pas parce qu'on est contre une décision qui a été prise par l'État qu'on n'est pas nationaliste. Non. Mais il faut savoir s'exprimer. Il ne faut pas toucher à la dignité des personnes ou des institutions. Ben, bien le sûr. chef d'État en a également parlé, hein, c'est ce changement de comportement que nous devons tous avoir aujourd'hui et penser différemment, agir différemment, aujourd'hui réapprendre à s'impliquer dans la société de manière différente. Non? Je pense qu'il y a un grand travail à faire sur le mindset algérien. Je pense, hein, sur l'état d'esprit de l'Algérien. Et c'est vrai que on a été, on va dire, pendant 20 ans sous un système qui a été un peu corrompu et qui a réussi à corrompre pas mal d'institutions et de personnes autour de lui. Maintenant, pour retrouver la bonne santé mentale, on va dire, il faut du temps. Il faut du temps et il faut assainir tout ce passé-là et aller vers quelque chose de nouveau qui est bâti sur des bases plus sereines. Plus sereines, Oui. plus équitables Oui, aussi. Surtout Oui. plus équitables. Il y a des gens qui souffrent en Les Algérie. inégalités sociales. Il y a sont des importantes, inégalités oui. sociales, il y a des zones en Algérie qui sont très démunies, donc il faut voir un peu tout ça. Nous sommes un pays qui est très riche déjà par sa population jeune, donc nous avons une ressource humaine extraordinaire. Il faut savoir utiliser et profiter de cette ressource humaine. Alors justement, hein, vous parlez des zones qui sont aujourd'hui défavorisées. Parmi les chevals de bataille du président de la République, c'est ces zones d'ombre. Est-ce que vous avez plus de visibilité sur ces zones-là pour les approcher différemment, pour avoir plus l'engagement de l'État pour leur venir en aide? Comment est-ce que vous pouvez agir sur ce plan-là? Est-ce que vous êtes présent aussi au niveau des zones d'ombre? Mais on a toujours été. Oui. Aujourd'hui, on a un axe principal. Pas que la Il y a un Fondation axe principal Nasrallah, sur cela. Donc, est-ce que cela vous aide aussi dans votre démarche? Les associations ont toujours. Il y a plus d'écoute peut-être, non? Il y a plus d'écoute, effectivement. Les associations ont toujours été présentes, justement. Le domaine majoritaire d'activité des associations reste et l'humanitaire. Et c'est souvent, justement, pour ce genre inégalités. Des inégalités, justement, c'est pour ces zones d'ombre. Donc, oui, on continue à travailler, c'est notre existence et pour cela. Mais par la suite, c'est vrai que dans certaines localités, parfois, on ne trouve pas d'association. Oui. C'est vrai qu'on parle actuellement de société civile, mais il n'y a pas assez. D'où d'ailleurs on constate justement ce désengagement du citoyen dans certaines régions. Et c'est là justement qu'intervient nous, autant que la Fondation Nesl Khair, où on est en train de sensibiliser le citoyen à adhérer dans le travail justement communautaire, pour la simple raison, déjà en premier lieu, déjà pour qu'il y ait, on essaye de résoudre un peu les problématiques du terrain, qu'il y ait ce lien entre l'État et le citoyen. Il y a un chargé de mission pour les zones d'ombre à la présidence de la République. Est-ce que vous ne pouvez pas faire des requêtes oui, justement. Évidemment, mais justement, autant que je m'exprime, autant que Fondation Nesl Khair, autant que société civile, c'est que dans ces zones d'ombre, l'un des problématiques, pourquoi on appelle d'ailleurs zone d'ombre, c'est justement parce qu'il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas assez d'associations. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question, pas que une question de moyens, mais c'est aussi justement, il y a un manque d'accès à l'information et il n'y a pas d'association justement, d'où d'ailleurs il y a cette facilitation de création de comités de quartier, de villages, justement pour qu'il y ait, pour que ces zones ne deviennent plus d'ombre, et j'aimerais dire de soleil, au moins qu'il y ait une association. Et d'ailleurs, la Fondation Nesl Khair œuvre dans ça à travers, nous avons un centre Alemni c'est 6 différents centres à travers l'échelle nationale où on encourage l'implication des jeunes dans la vie communautaire à travers toute la panoplie de formations qu'on met dans notre centre à travers différents clubs, que ce soit dans l'entrepreneuriat social, dans le travail communautaire, dans les différents domaines humanitaires. Où est le rôle de l'élu? Là, il n'y a pas d'association, oui, peut-être, mais il y a des élus. Vous avez des bases.
Comment se fait-il que ces zones d'ombre soient restées aussi longtemps des lieux dont on ne parlait pas, défavorisés, qui manquaient de tout? Alors, d'abord, on n'est pas élus locaux. Hein, Oui, non, non, oui, non, 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 le mouvement Ed Bina je parle de base, hein, de la oui, base du parti. Oui. le mouvement Ed Bina, Oui. c'est vrai, le mouvement Ed Bina est implanté un peu sur pas mal de localités en Algérie. On n'est pas implanté en Algérie, pas que Parce que vous n'avez pas un rôle à parce qu'on jouer est- quelque on est part. on est quand même un nouveau parti. Hein. Ça fait pas Oui. longtemps qu'on existe. On est depuis 2013-2014. Donc, on n'est pas vraiment ancien. On est en train de se structurer à travers le territoire national et à l'international, bien sûr. On a des représentations là-bas. Mais je voulais dire que les zones d'ombre, d'abord, elles ne sont pas, parfois ne sont pas éloignées d'Alger. Hein. Parfois, sur Alger, vous avez des zones d'ombre. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on peut trouver. Donc, déjà, ce que je qualifie de zone d'ombre, c'est tout citoyen qui vit dans une situation précaire, donc, et qui devrait être ou vivre au moins dignement. Donc, c'est vrai que ça, c'est le rôle des élus locaux. Devraient à ce que leurs concitoyens sur une localité X en Algérie vivent une vie décente. C'est vrai qu'on peut-être qu'à 1000 km d'Alger, on ne peut pas avoir les moyens que nous avons sur Alger, mais au moins qu'on ait les moyens nécessaires pour vivre décemment dans cette localité qui est à 1000 ou 1500 km. C'est vrai que ça, c'est le rôle de l'élu local, lorsqu'il est élu de manière transparente, limpide, lorsqu'il représente vraiment la volonté populaire. Et là encore, même s'il est élu... Lorsqu'il y a transparence, il faut qu'il y ait aussi une veille ou une contre-pouvoir même s'il y a transparence, il faut qu'il y ait quand même une représentativité sociale, d'où la société civile, qui puisse contrôler l'action de ces élus locaux. Ils demander des comptes, voilà. Bien sûr, de rendre des comptes. D'ailleurs, ils peuvent même participer, être présents aux réunions, je pense, une fois par mois, je ne sais pas la loi sur les APC, je pense qu'ils doivent assister aux réunions qu'ils font pour présenter ce qu'ils ont fait comme projet, réalisation, etc., etc. Agir dans la transparence, hein, ce sera un peu le défi de demain. On va bientôt conclure cette émission. On terminera sur l'urgence. Le chef de l'État parlait d'urgence aujourd'hui, que le temps nous manquait. Quelle serait l'urgence pour vous demain, Alors, pour nous, l'urgence serait déjà de faire passer la loi sur des élections. La loi électorale. La loi électorale. C'est très important parce que c'est cette loi-là qui va... Elle ne sera pas, en tout cas, votée par les parlementaires. Je pense qu'elle passera par une ordonnance présidentielle. Mais cette loi, alors, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Quelles sont les caractéristiques de cette loi? Sans rentrer dans le détail, il faut que ce soit une loi qui donne la chance à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité. Quand je dis tout le monde, tous les partis politiques. Donc, et enlever les 4%, hein, c'est ça. Je ne sais pas, les enlever, faire autre chose, faire quelque chose en parallèle. Mais l'essentiel, c'est qu'elle donne la chance à tout le monde de partir sur une base pour que personne ne soit favorisé par rapport à quelqu'un. Pourquoi favoriser un système déchu, un système que tout le monde a crié? Le 22 février, tout le monde a voulu que ce système tombe. Maintenant, on va le favoriser. Non. Donc, il faut que ce soit une loi qui ne favorise personne, mais qui donne la chance à tout le monde de partir sur le même pied d'égalité, et de deux, il faut que ce soit une loi qui ouvre à la transparence. Donc, une loi qui constitue à la transparence. Nous voulons que la transparence devienne... le moteur de demain. Enfin, bien sûr. On a bon espoir. On a vu le référendum. C'est vrai que la taux de participation était bas, mais pour une fois... représentatif. Pour une fois, il était vraiment représentatif. C'est-à-dire que pour une fois, il y a eu transparence sur les résultats de ce référendum. On espère qu'il y ait la même transparence. On n'espère pas, on voudrait, on demande à ce qu'il y ait la même transparence lors des élections prochaines. Pour vous, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour que la société civile se réorganise et que les associations se créent davantage et qu'elles puissent agir sur le terrain? Donc, en premier lieu, c'est d'abord d'appliquer les lois qui existent. Oui. L'application des textes est très importante. L'application des textes est très importante. Le recrutement des réelles compétences, recrutement de personnes qui soient reconnues pour leurs compétences, mais aussi reconnues par l'opinion publique. Et puis aussi la femme. Vous savez pourquoi la Fondation Nesl Khair, j'aimerais vous dire, c'est peut-être l'une des plus importantes organisations
l'organisation ou dans le conseil. Dans le conseil de pilotage, il y a des femmes, et il y a une parité entre les femmes et les hommes dans le conseil de pilotage. Et là, j'encouragerais à dire aussi que souvent, on a beaucoup d'associations où le président, c'est un homme, mais tout le staff derrière est composé de femmes. Est composé de femmes. Donc, quand on part dans la représentation, dans des réunions ou autres, c'est toujours le président qui assiste. Or que là, c'est important qu'il y ait justement la contribution de la femme et cette collaboration entre les deux, la femme et l'homme dans les conseils de pilotage, pour la simple raison que souvent l'homme est très rude et voilà, il va directement vers l'exclusion. Or que la femme, non, elle est là un petit peu pour modérer. Merci. Alors, vous me tendez la perche. Je terminerai sur cette dernière question. La parité homme-femme, déjà, posait problème pour le code électoral. Mais au niveau de votre parti, est-ce qu'il y a une représentativité importante des femmes ou pas? Il y a une très bonne représentation des femmes, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais en parlant de représentativité des femmes, nous, on avait proposé à Mouvement Binaire, dans cette loi électorale, qu'il n'y ait pas que la liste ouverte, qu'il y ait une liste ouverte sur le local, mais qu'il y ait une liste nationale où il n'y ait que des femmes et des jeunes. Sur la liste ouverte, ça exclut pratiquement la femme et élimine la loi des 30%, parce qu'on n'est pas obligé de voter Exactement. sur C'est-à-dire obliger la parité sur la liste ouverte ne veut rien dire. C'est-à-dire que le citoyen il peut ne pas choisir la femme. Donc pour assurer une représentativité de la femme au sein du Parlement, nous avons proposé qu'il y ait une liste fermée nationale à ce moment-là, où il y ait 150 ou 200 noms, entre femmes et jeunes, donc moins de 35 ans. Et là, on va assurer la représentativité de la femme et du jeune au sein du prochain Parlement. Merci, messieurs, dames, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été présents ce soir avec nous pour ce deuxième anniversaire du Hirak, du 22 février. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.